Bonjour à tous, bienvenue sur Timeline Radio, c'est les interviews histoire et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois et par téléphone le romancier Gabriel Katz pour son dernier ouvrage L'assassin de Pigalle aux éditions City. Bonjour Gabriel. Bonjour. Je suis ravi vraiment de vous recevoir parce que je reçois pas beaucoup de romans et de romanciers parce que c'est pas toujours facile de faire des interviews sur des romans historiques. Mais là, j'ai vraiment tellement aimé et j'ai appris tellement de trucs que j'avais vraiment plaisir à vous recevoir. Rapidement, je fais le résumé. Le roman se déroule dans le Paris de l'après-guerre immédiat, en septembre 45, Tout dans à fait. une ville marquée par l'occupation encore, très marquée même d'ailleurs. Vous en faites très souvent référence. Et donc c'est un roman noir, en fait, comme je les aimais, moi, les romans noirs américains, un polar noir, et j'aime beaucoup ça. Vous avez des personnages qui sont très forts. Racontez-nous un peu ces trois grands personnages importants. Alors, les trois grands personnages du roman, on a bien entendu le personnage principal, il s'appelle Max Weber, qui est Évidemment. un enquêteur. Mhm. Alors, l'enquêteur, généralement, c'est quelqu'un qui a une espèce de... Il est malin, il sait tout, il connaît le métier, Ouais. etc. Max Weber, c'est l'inverse. C'est C'est un type l'inverse, qui a ouais, fait c'est la ça. guerre. Mhm. C'est un type qui a fait la guerre dans l'armée américaine, qui a été ce qu'on peut appeler un héros de guerre à l'époque. Donc, à la fois, les gens, ça les fascine et à la fois, ça appartient déjà au passé. Mhm. Le type revient, il cherche à s'occuper et il rentre dans la police parce qu'il faut bien faire quelque chose. Il n'y connaît absolument rien, ça ne l'intéresse pas. Il est complètement rincé, Désabusé. il a cette espèce de désabusé, il a Ouais, cette espèce de syndrome post-traumatique où il se balade avec son flingue tout le temps. ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour l'enquête et qui est là et qui va découvrir en même temps que le lecteur, parce que finalement il n'a pas été à Paris pendant l'occupation. Mhm. Il va découvrir une facette de l'occupation qui est complètement délirante et qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui et que lui ne connaît pas non plus. Ouais. Et il découvre ça Le, avec l'avocate qui est... et il découvre ça avec l'avocate, justement, car qui est l'avocate du troisième personnage dont c'est on va ça. parler. Mhm. L'avocate, c'est une femme. Ouais. Et ma foi, en 46, déjà aujourd'hui, c'est pas fantastique, mais en 46, c'est épouvantable. C'est-à-dire on la prend de haut, on Il ne se la fait considère siffler. pas, déjà, oui, voilà, elle se fait siffler dans la rue, elle a le malheur L'horreur. d'être jolie, donc finalement, elle Ouais. n'existe que par ça. Et elle défend une affaire que personne ne veut défendre, à laquelle personne ne croit, Mhm. et particulièrement pas son mec, son petit ami, son fiancé, Mhm. qui lui-même est avocat, qui la prend de haut. Donc on a en fait cette espèce de paire de losers qui va s'attaquer à une affaire qui est beaucoup trop grosse pour eux. Ouais. Et en face, on a un troisième personnage qui est le coupable, parce que c'est pas très commun dans un polar, mais on a déjà le coupable, si Ouais. j'ose dire. Ouais, c'est très Colombo, en C'est-à-dire que, fait. On voit tout de suite. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc il y a une personne il y a un homme qui a été tué, on a le coupable qui est là, et ce coupable, il va juste se poser de là où il est, c'est-à-dire du fond de sa prison, et il va représenter une espèce de personnage comme ça, fermé, fantomatique, Mhm. traumatisé, qui n'est pas si présent que ça et qui à la fois est très très présent pendant tout le livre. Ouais, évidemment. Effectivement. Alors, d'ailleurs, moi, je me demandais pendant tout le livre, mais en fait, c'est peut-être pas lui le coupable, etc. Non, non, d'emblée, hein, on sait. C'est pas On sait dévoilé, hein, on d'emblée, sait. Ouais. on sait d'emblée qui est le coupable pour la bonne raison qu'on a une narration double, C'est ça. c'est-à-dire qu'on a une narration en temps réel, Mhm. c'est-à-dire une narration en temps réel classique avec ce qui est en train de se passer, Max Weber qui remonte sur son enquête, et parallèlement on a le mort, la victime qui Ouais. parle Ça, c'est et qui génial. raconte son occupation, il raconte sa guerre. Il raconte son aventure, qui est une aventure absolument dingue, dont on n'a pas tellement connaissance aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai découvert, hein. Franchement, je connaissais pas du Et tout cette histoire-là. je croyais la connaître. Et honnêtement, avec tout ce que j'ai avalé comme doc, je suis vraiment, vraiment tombé très haut par Ouais. rapport à ce que je pouvais croire. J'imaginais juste qu'il y avait effectivement une aventure, entre guillemets, de la Gestapo française. Mhm. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Mais on sent d'ailleurs qu'il y a énormément de documents que vous avez utilisés, parce que ça se sent, hein, dans le livre. Le personnage, donc c'est Antoine Moret, hein, qui est le Ouais, mort en fait, est un personnage épouvantable, il est horrible, atroce. horrible. Il On est l'aime pas atroce. une seule fois, on l'aime quoi. Non, c'est sûr. Il est absolument atroce et à la fois, c'est un personnage un peu standard, un peu bateau. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours que les bourreaux sont des gens absolument épouvantables avec un pouvoir incroyable. Ce
C'est-à-dire, on va se dire, voilà, la Gestapo, c'est des gens épouvantables en manteau de cuir qui arrachent les ongles des résistants. Et il y a Mm. aussi des espèces de petits escrocs comme ça à la petite semaine qui ont Ouais. profité de l'ascenseur, Mm. qui s'enrichissent, mais de façon complètement vertigineuse sur cette période-là, et qui sont souvent des petites, passez-moi l'expression, mais des petites merdes un peu. Ouais, C'est ouais, une je suis d'accord. petit escroc de rien du tout, etc., qui profite et qui devient tout d'un coup quelqu'un. Exactement. C'est drôle parce que pendant que je lisais, il y avait en même temps toutes les polémiques qu'on entend autour du film Le rayon et les ombres, sur un personnage qui est, on ne sait pas si c'est un sympa, si c'est avec Jean Dujardin, hein, s'il est sympa ou Oui, pas tout à fait. sympa, Ouais. évidemment. Et comme c'est Jean Dujardin, forcément, il y a un a priori sympa. Là, pas du tout. Le personnage est épouvantable du début à la fin. Non, j'ai bien aimé le film d'ailleurs, parce Je que l'ai je pas trouve vu, que mais c'est il me marrant, semble. on a dit que c'était très caricatural, qu'ils étaient très gentils, entre guillemets, avec le personnage de Jean Luchère. Pas tant, Hmm. pas tant, honnêtement, c'est plutôt assez mesuré, c'est assez nuancé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les trucs historiques et surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est assez nuancé, honnêtement, cette espèce de relation avec Otto Abetz, tout ça est trouble. Où est son intérêt? Est-ce qu'il veut que de l'argent? Est-ce que c'est une approche assez intéressante de l'affaire. Ouais, je suis d'accord. Mais genre, j'ai pas encore vu le film, j'attends un petit peu que tout J'y allais ça. reculant, et honnêtement, c'est pas mal. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période, le Paris de septembre 45, comme décor? Euh, Parce qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale me passionne depuis toujours, l'histoire me passionne depuis toujours. Mhm. J'ai 50 000 idées de romans historiques qui finiront Génial. par naître les uns après les autres. J'adore ça. Bon, la Seconde Guerre mondiale, je me disais que c'est quelque chose qui a été très, très, très couru, Mhm. mais vraiment très couru. C'est un des sujets les plus courus qui soit. Ok, oui. Par contre, l'immédiate après-guerre, c'est pas tellement abordé en roman. C'est pas une période qu'on connaît tant. La libération, bon, à partir de la libération, on s'imagine que ça y est, c'est parti, on passe à autre chose. Et Ouais, en non. fait, il y a cette espèce de période un peu grise où finalement les criminels de guerre sont encore là parce qu'on a arrêté l'épuration, où il y a une sorte de fascination pour l'Amérique, les Américains, le chewing-gum, tout Mhm. ça. On a un peu perdu cette mémoire-là. Et c'est un pays qui, mine de rien, est complètement brisé parce que, Ouais. bon, on a beau siéger avec les vainqueurs, c'est une période très, très dure. Mhm. Je trouve assez intéressant de m'attaquer plutôt à l'immédiate après-guerre qu'à la guerre elle-même. Ouais, je suis d'accord. Puis vous le rappelez, c'est intéressant de le rappeler aussi, il y a toujours les tickets de rationnement, c'est peut-être même pire que pendant la guerre, c'est ce que vous dites. Il y a encore cette espèce d'ambiance de guerre Ouais, c'est ça, finalement, ouais. tout en étant, on est beaucoup plus léger, on danse dans les clubs de jazz, on commence un petit peu à revivre. Et à la fois, la guerre pèse encore, elle est encore là, elle est dans toutes les mémoires. Et surtout, il y a une cohabitation entre deux France qui Ouais. se sont réunies parce que, bah, voilà, ça y est, c'est fini. Mhm. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas si longtemps, elle était réellement coupée en deux. Ouais, c'est vrai. Pourquoi Pigalle? Pareil pour le décor, parce que ça fait très film, enfin un roman noir. On a presque l'impression d'avoir un film en fait, hein, quand vous marquez Un Flash, peu, ouais. machin, on sent que c'est quasiment un scénar. Un peu, oui, c'est ça, c'est très visuel. J'écris de façon assez visuelle Ouais, parce que c'est très j'aime bien agréable. les décors. Hmm. J'aime bien les décors et je me disais que bon, on peut tout à fait se faire assassiner je sais pas, sur la plaine Monceau ou au boulevard Saint-Germain, mais c'est beaucoup moins esthétique. C'est Et clair. puis surtout, où va se planquer un type en fuite de la Gestapo? Bah, dans les quartiers un petit peu interlopes de la capitale, c'est-à-dire effectivement au-dessus des cabarets, rue Le Hmm. Pic. Ouais, c'est malin, ouais, C'est effectivement. et ce sont des quartiers qui à l'époque sont beaucoup plus populeux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est presque bobo aujourd'hui un peu quand même, hein. C'est devenu très à Oui, la voilà, mode. c'est ça. C'est C'est étonnant, plus mais le cas. C'était pas le cas à l'époque, mais ouais. on n'est Donc pas. j'aimais bien ce décor de Pigalle. J'aime bien les espèces d'hôtels bornes qui existent Ouais, encore un peu, mais presque plus. ouais, ouais. Je suis d'accord. Avec la chape de silence qui va avec, parce que mine de rien, des gens qui avaient quelque chose à cacher, à l'époque, il y en avait quand même beaucoup. Hmm. Que ce soit juste des petits trafics, que ce soit des poissons un peu plus gros comme Antoine Moret qui a quand même tricoté avec la Gestapo et qui, comme Ouais. beaucoup d'autres gens, se planquent, ben, ils vont se planquer dans ces quartiers-là. Ouais, effectivement, ouais. Le personnage de Max Weber, moi, m'a fasciné. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un ancien para du 101e aéroporté, Ben, en plus? parce que j'aime bien le grand écart entre l'héroïsme pur, parce que alors, pour le coup, le 101e aéroporté, c'est la Easy Company, c'est un Ouais, truc qui est très connu, on a l'impression que le type qui revient de là, il revient en triomphe, en fanfare. hmm, Et en fait,
l'espèce de grand écart entre cette espèce de passé héroïque et ce retour un peu minable finalement où bah, il est dans un petit bureau à la PJ, ça l'intéresse pas, il aime pas, il traîne les pieds. On le prend à la fois de haut parce il connaît pas le métier et à la fois on l'admire parce que c'est quand même un héros de guerre. Ouais. On allume son briquet, enfin sa cigarette Voilà, à c'est chaque fois ça. parce qu'il n'a pas assez d'essence. Tout ça super. C'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il se pose comme une espèce de culpabilité, mais on a un peu honte de ne pas avoir été ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'on l'aime pas en tant que flic à l'époque, parce que bah, voilà, tous ces gens-là qui sont soit trop jeunes, soit juste bon, des policiers qui étaient à Paris. Mm. Ça les crispe un peu d'avoir ce type qui a été parachuté au-dessus de la Normandie, qui a fait réellement la guerre. Mm. Et du coup, on amalgame avec cette espèce de légende urbaine. On a toujours l'impression qu'ils sont tous faits prendre en photo dans la baignoire d'Hitler, etc. C'est pas le cas. Il entretient un peu la légende parce que, ma foi, pourquoi pas, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors, cette évocation, enfin, c'est plus qu'une évocation, c'est la carlingue, hein, donc, qui est, comment je pourrais dire, en tâche de fond, en toile de fond du roman, très, très souvent méconnue du grand public et par moi-même, donc c'est vraiment la collaboration, le cœur de la collaboration française, en fait. Oui, c'est même plus pointu que ça, parce que bon, la collaboration, on peut dire que c'est un système d'État. Voilà, il y a Vichy, il y a tout ce qui est entre guillemets officiel, et il y a ce qui va devenir les Gestapo françaises et qui Oui, au début ne sont que des bureaux d'achat. oui, C'est-à-dire que on va ouvrir des bureaux d'achat avec un système, on va pas rentrer là-dedans, qui est un petit peu compliqué de recyclage oui. des Les indemnités de guerre indemnités, ouais, c'est françaises. ça, ouais. C'est-à-dire qu'on achète des marchandises françaises avec de l'argent français. Donc pour les Allemands, ça coûte rien. C'est une Mhm. sorte de monnaie de singe. Et donc ces gens-là vont monter des bureaux d'achat. C'est pas n'importe qui va monter ces bureaux d'achat, c'est des anciens taulards. Ouais. Et ça, c'est En tout vrai? cas, ceux de la Carling, c'est tout à fait vrai. D'accord. Tout est vrai d'ailleurs, à vrai dire, Mhm. à part Max Weber, Oui, l'avocate, et Antoine Moret, le fond, tout ce qu'il y a en fond est vrai. incroyable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout repose sur un personnage qu'on voit pas tellement dans le bouquin, un petit peu quand même, parce que c'est un personnage important, qui est Lafont, Henri Lafont. Monsieur Henri. Voilà, Monsieur Mhm. Henri. Et Lafont, c'est un petit poisson, c'est un petit escroc, c'est un voyou sans dimension, qui s'enfuit de prison, je vais la faire courte, mais il s'enfuit de prison avec un Allemand, avec un, avec un infiltré allemand, un espion. Mhm. Et comme c'est les Allemands qui gagnent la guerre, il va remonter avec son pote allemand à Paris, il va rencontrer les Allemands au Lutetia, et il va se faire pote avec tout le monde parce qu'il sait faire. Et petit à petit, cette espèce de petit escroc de rien du tout, de petit voyou, va monter ça. Il va ressortir tous ses potes de prison sans commission rogatoire, Ouais, sans mandat, sans rien du tout. Il va aller chercher ses potes en prison, va dire tiens, je vais bosser avec lui. Il recrute, il prend tous les gens qui sont intéressants. Mhm. À savoir, lui, il sait faire, lui, il fait du racket, lui, il connaît les antiquités, lui, etc. Tout ce qui peut faire de l'argent, et il va monter son bureau d'achat. Ouais. Et petit à petit, le bureau d'achat va commencer à prendre des prérogatives qu'il n'avait pas. On va commencer aussi à faire un peu la chasse aux résistants. Mhm. Enfin, résistants, c'est un peu tôt pour en parler, mais Ouais. il fait la chasse aux fugitifs, puis on va commencer petit à petit à faire la chasse aux juifs, etc., etc. Puis on est contrôlé par les Allemands, puis on est contrôlé par la Gestapo, puis on devient la Gestapo. Mhm. Et ils deviennent très officiellement la Gestapo, c'est-à-dire qu'on va leur donner ce qu'on appelle le carton, à savoir ce que eux Ausweis. appellent le carton en argot, Mhm. c'est ça, à savoir l'Ausweis, Mhm. petit papier qu'on a en poche avec un aigle à croix gammée qui donne à peu près tous les droits. Oui. Oui, il le Mais dit d'ailleurs vraiment tous les droits. ouais, quand il passe avec le camion, il se fait saluer par les Allemands, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il se fait saluer par les Allemands. Il y a un truc qu'on ne sait pas, par exemple, qui est complètement dingue, c'est que ces gars-là, qui sont des petits voyous, gouailleurs, généralement incultes, brutaux, etc., eh ben, ils se baladent avec leur carton. Non seulement ils peuvent euh, comment dire, réquisitionner tous les membres de la police française qui rencontrent Mhm. en disant voilà, moi je veux des flics qui vont faire ça, ça et ça, ce qui est fou. Mais avec le temps, ils peuvent aussi réquisitionner les Allemands. Ils peuvent réquisitionner des soldats allemands pour leur service. C'est incroyable. Ça, Et petit à petit,
Pardon. Et Allez-y. petit à petit, quand ils vont avancer dans la guerre, il y a un moment au bout du compte, on va peut-être pas en parler trop tôt, où ils vont carrément être en uniforme allemand, Mm. sans parler un traître mot d'allemand, en parlant une sorte de français gouailleur, en train d'insulter tout le monde, etc. Ils se baladent en tenue de SS, les gars. Ouais, c'est dément. Ça vous a surpris, ça, quand vous êtes tombé sur les documents? Énormément. Ouais. Énormément. C'est là que j'ai beaucoup lu dessus. J'avais vraiment l'impression que la carlingue, c'était, bon, en ex-parisien, j'étais passé plusieurs fois devant le bâtiment, un côté un peu fascinant, espèce d'hôtel particulier dans le 16e. Oui, rue Lauriston. Et je- voilà, rue Lauriston. Et la légende noire voulait que là, on dansait et on arrachait les ongles au sous-sol. Mm. C'est pas totalement vrai. Il y avait des annexes et tout. Ça, c'est un détail. Mais le fait est que je me disais juste qu'il y avait une poignée de gens qui travaillaient pour les Allemands, un peu comme la milice, etc. Mm. Mais j'imaginais pas que le système était aussi complexe et leur donnait autant de pouvoir. Je pensais que c'était des petits poissons qui travaillaient pour les Allemands. Et en fait, leur pouvoir était colossal. Tout le monde leur mangeait dans la main, les Français, les Allemands, tout le monde. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que je devrais faire une émission dessus parce que je crois pas avoir lu beaucoup de choses ni vu beaucoup de choses sur ce sujet-là. Euh, Non, je pense qu'on n'a pas trop voulu parler de ouais, je ça crois, après ouais. la guerre parce que c'était pas très chic. Déjà, la milice, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que c'est Mm. quand même quelque chose de très organisé, mais bon, Ouais, on a un peu oublié ça. Et là, la Gestapo française, c'est pire parce que c'est très, très, très sale ouais. dans la mesure où c'est même pas des fanatiques. Les miliciens, c'est des fanatiques. C'est des fanatiques, c'est des nazis, c'est ce que vous voulez. Bon. Mm. Là, c'est juste des gens qui veulent s'enrichir. Juifs, pas juifs, résistants, pas résistants, ils s'en foutent un peu, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ouais. Et ils en font à un point incroyable, au point, par exemple, que l'un d'entre eux, qui s'appelle Jean Sartor, qui est dit Jean le Chauve, qu'on voit pas dans le bouquin, mais je le cite quand même, cette anecdote, il fête son premier milliard, j'ai mis milliard de francs, en, je crois, 42 ou 43, je sais plus. Et donc, il fête son premier milliard alors que le salaire moyen est de 1400 francs. Ouais, Donc, dément. et ils sortent de nulle part, ils sortent du ruisseau, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on peut faire un milliard. Mm. Ouais, je cite souvent le film Lacombe Lucien, mais c'est un peu ça en fait, Ah c'est oui, des opportunistes, hein. qui était très fort, c'est tout à Ouais, fait, ouais. c'est exactement ça Tout en à fait. fait. En fait, la guerre agit un peu comme un accélérateur de trajectoire humaine, hein. Un peu, ouais. Et puis surtout comme un générateur d'opportunités incroyables. Ouais, Et ceux qui arrivent à les saisir peuvent monter très, très, très haut, très vite. ouais, c'est vrai. Un type comme Lafont, par exemple, Henri Lafont, qui effectivement, lui, sort du Oui, ruisseau, il a c'est existé, hein. un. Mm. Ah oui, il a plus qu'existé. C'était le Ouais. chef de la Caroline, c'était le chef de la Gestapo française. Il a été fusillé en 44 avec Bonny et Lafont ont été fusillés, les deux Mhm. chefs. Et lui sortait réellement du ruisseau, c'est-à-dire il a été chassé de chez lui à l'âge de 12 ans, il a dormi dans le cimetière où son père avait été enterré, il a fait maison de correction, prison, machin. Enfin, c'est un type qui a un parcours terrible. Mm. Et pendant ces 4 années, c'est que 4 ans finalement, il a des chevaux de course, il a des châteaux, des manoirs, il fait des collections de Bentley, il aime les dahlias. Alors on le couvre de dahlias. Tous les gens les plus puissants de Paris lui offrent des dahlias, ce qui fait que c'est plus quoi en foutre. Il les offre à des concierges à côté. Enfin, c'est un truc de dingue. Et tout le monde vient le courtiser, Monsieur Henri par-ci, Monsieur Henri par-là. Et en caïd qu'il est, en petit caïd qu'il est, il prend un plaisir incroyable. Et Ouais. quand il a été fusillé en 44, il a dit, je ne me rappelle plus de la citation mot pour mot, mais il a dit à son avocate que, ma foi, rouler en Bentley et se faire offrir des dahlias et prendre du plaisir comme ça valait bien le coup. Mm. Ça valait bien les 4 ans et ça valait bien le peloton d'exécution après, quoi. Ouais, aucun remords quoi en fait. Non, ah non. Ouais. Des personnages assez Aucun spéciaux. remords, Mm. ah oui, non, mais aucune espèce de morale, ça les a pas travaillés à un moment mais à un autre, ce qu'ils pouvaient réellement faire. Au Mm. point d'ailleurs ils ont aussi libéré des juifs en fin de guerre parce qu'il fallait un peu s'en sortir. Ils ont libéré des résistants. Mm. Bon, ils ont vraiment, vraiment fait selon leur intérêt, selon ce que ça pouvait leur rapporter, en fait. Quelle horreur. Mais c'est malheureusement c'est l'humain, hein. C'est comme ça. C'est l'humain. Ouais. C'est l'humain dans des circonstances qui sont tellement chaotiques que sur des périodes très, très courtes comme ça, peuvent se
monter des destins qu'on n'imagine pas. Ouais, effectivement. Il y a un autre personnage, donc c'est l'accusé dont on n'a pas parlé, Mendel Jankovic, je sais pas comment vous dites, Jankovic. Jankovic, oui, c'est ça. C'est un survivant d'Auschwitz. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur un personnage comme ça? Oui, c'est assez difficile dans la mesure où on est en 45, on n'est pas les survivants, il y en a qui ont réussi à se reconstruire petit à petit. Mm. Là, en l'occurrence, c'est le Très tout tôt. début du livre, donc je ne Ouais. spoil pas grand-chose. Quand le Max Weber, l'inspecteur, va choper le coupable sur les lieux du crime, Mm. ce type, il est recroquevillé dans les toilettes, il s'appelle Mendel Jankovic. Quand on lui demande sa dernière adresse, il dit Auschwitz-Birkenau, bloc 20. Le bloc 20 qui est le bloc des Français à Auschwitz. Du coup, ça tombe un peu comme une enclume sur la tête et de l'enquêteur et du lecteur. Du lecteur, ouais. Et à partir de là, on se retrouve avec un type qui est coupable, entre guillemets, d'avoir tué la personne qui l'a arrêté, torturé et fait déporter. Mm. Et il est un peu mutique parce que forcément, on ne peut pas vraiment faire. Ce genre de personnage ne s'épanche pas, et surtout pas en 45, il est complètement. Il est un peu fantomatique en fait. Il est posé dans sa prison de Fresnes en attendant son destin. Il a vu pire. Et l'avocate, elle a pris fait et cause pour lui très très vite en disant voilà, je veux sauver cette personne. Au début, très honnêtement, l'enquêteur Max Weber, ça ne le préoccupe pas plus que ça. Bon, il fait son boulot, mais bon, il en a vu d'autres. Il a vu plein de gens mourir. Et petit à petit, ça devient sa cause. Ça devient sa grande cause. Et il se dit, sans le dire, si je sauve quelqu'un, si je sauve ne serait-ce qu'une personne, j'aurais fait quelque chose de bien. Ouais, c'est une autre guerre pour lui. C'est ça, c'est une autre guerre. Et en plus, il porte le poids de ce qu'il a fait, des gens qu'il a tués, tout ça. Ça l'a pas tellement apaisé de participer à la guerre alors qu'il pensait que ça allait, qu'il se battait pour une cause juste. Et en fait, cette espèce de croisade, parce que c'est vraiment c'est ça, il trimballe sa cause dont personne ne veut entendre parler. Ça le sort de sa torpeur, en fait. Ça le sort de sa torpeur et il se dit voilà, je vais essayer de prouver effectivement que le type qui l'a tué était effectivement un membre de la Gestapo, même si personne ne veut en parler. Et je vais essayer de sortir ce type d'affaire parce qu'au moins j'aurais sauvé quelqu'un. Ouais, c'est ce que j'aime bien. D'ailleurs, la frontière entre justice et vengeance est un peu floue. Je sais pas trop. Elle est très floue. Ouais. Elle est très floue, effectivement. C'est volontaire, ouais. C'est volontaire. Parce qu'effectivement, on ne sait pas très très bien. C'est encore une fois des périodes où les gens sortent d'un véritable bain de sang. Et les repères sont brouillés, en fait. Les repères sont brouillés. Qu'est-ce qui est justice? Qu'est-ce qui est vengeance? Qu'est-ce qui est rédemption? C'est très très difficile de dire. Ouais, je comprends. Les gens de la Carlingue, par exemple, les gens de la Gestapo française, une partie a été arrêtée, jugée, fusillée très vite. Et beaucoup d'historiens se sont dit qu'ils ont été jugés trop vite parce que justement, il y avait quand même vraiment enquêté là-dessus, mais c'était un peu tard. Et comme ils fricotaient avec vraiment le gratin du gratin, on a un peu perdu le fil. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, allez, les gens qui ont fricoté avec la Gestapo française, on va faire comme si on ne savait pas. Et une bonne partie d'entre eux, une énorme partie d'entre eux est partie dans la nature. On en a même retrouvé dans les gens qui constituaient le service d'ordre du général de Gaulle sur des meetings, par exemple. C'est quand même fou. C'est dingue, ouais. Mais donc c'est assez dingue, ça aussi. Et on a effectivement cette période où est la justice, il y a l'épuration qui est une forme de justice qui est absolument horrible. Une horreur, ouais. On a rasé des femmes qui n'avaient rien fait, on a lynché des gens qui n'avaient pas forcément fait quelque chose. Et parallèlement, on a des bourreaux de la Gestapo qui se sont tout à fait, qui se sont tranquillement recyclés. On a des personnages que, oui, c'est ça, oui, c'est sûr. On a des personnages qui ont fait des films, comme Pierrot le Fou, par exemple. C'est sympa, Pierrot le Fou, mais c'est un ancien de la Carlingue, par exemple. Ah, d'accord. Donc, on est vraiment entre deux eaux. Il y en a un qui a fini garde du corps de Stéphanie de Monaco. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui qui a fêté son milliard, justement, Jean Sartor. C'est un truc de fou.
Ouais, c'est dingue. Ouais, je comprends. Je parlais tout à l'heure de toute la documentation et on le sent hein, que vous avez vraiment compulsé jusqu'au revolver parce qu'à un moment donné vous parlez de son flingue de de sa préhension quand il l'attrape dans la main avec les picots etc. Vous êtes allé jusque là? Vous êtes allé. Je suis allé, je suis allé jusque-là, Ouais. effectivement. Je pense il y a un rapport presque charnel n'est pas le terme, j'arrive pas à trouver le terme, mais il y a un rapport vraiment Sensitif. viscéral Ouais. finalement. Ouais. Mm. Viscéral entre le soldat et l'arme. Mm. Et il n'a pas réussi à s'en départir. Et en fait, je crois que la seule chose qui le rassure, qui l'ancre au monde, c'est cette arme. C'est un Colt 45, c'est du 11-43, c'est une arme de service américaine. Mm. C'est une arme de trop gros calibre pour la police, a priori, à l'époque. Mais effectivement, c'est le seul truc qui le rassure. Quand on sonne chez lui, il a l'arme dans la main. Ouais, c'est Quand ça. limite, s'il prend sa douche avec l'arme posée à côté. Et vous êtes Et allé jusqu'à petit en à prendre une en main, c'est ça? j'en ai pris en main, Ouais, c'est ça, effectivement. ouais, pour savoir ce que ça J'en ai, sentait. Ouais. c'est ça, pour savoir effectivement combien il pèse, qu'est-ce Ouais. qu'on ressent dans la main, d'où le coup des petits picots justement sur la Ouais, ouais, j'ai crosse. trouvé ça génial. Mais alors, comment vous avez fait pour retrouver ce genre d'armes? Bah, alors pour le coup, je suis un passionné de matériel aussi, alors d'armes, de véhicules, d'avions, D'accord, de machins depuis à peu près toujours. d'accord. Et pour tout ce qui est besoin de scénarios, de bouquins, etc., j'ai pas mal manipulé, j'ai un peu de tir en salle, etc., etc., juste pour voir en fait. Parce Hmm. que écrire sans savoir, alors il y a des choses, on est obligé, hein, les avions par exemple, bon forcément je ne vais pas piloter un chasseur. Mais bon, prendre une arme et tirer 2 balles sur une cible, ça permet après, quand on écrit, de savoir ce que ça fait en main, en fait. Ouais, effectivement, le recul, etc. C'est une forme de doc. Ouais, complètement. Je trouve que C'est vraiment une forme de doc. ouais, vivre, Et, c'est vachement bien. et symboliquement, cette arme, pour lui, au début, c'est sa seule encre. Mhm. Et petit à petit, ben, il y a l'avocate qui rentre dans sa vie. Il est très sobre dans ses émotions. Mais on sent que petit à petit, il n'y a plus que cette arme. Il peut aussi y avoir un être humain qui arrive à rentrer dans sa bulle. Mhm. Ah, c'est génial. Le Paris que vous décrivez aussi, c'est un Paris fatigué, sale, violent. On sent un Paris traumatisé. C'est quasiment le discours de De Gaulle, hein, Paris outragé, Paris martyrisé. On l'a C'est dans le livre ça, en fait. mais Paris libéré, oui, tout Ouais, à fait. Et effectivement, Paris est complètement rincé, en fait, à ouais. l'époque. Et l'idée qu'on a de la libération, elle est souvent bariolée de drapeaux. Éventuellement, on a les femmes rasées, point. Et au final, oui, Paris est complètement rincé par son vécu. Et encore une fois, par l'espèce comment dire, par l'espèce de lutte intérieure Ouais, la dualité. voilà, la dualité entre ces deux France, et peut-être même trois France, objectivement. C'est-à-dire qu'il y a la résistance. Ah, ça, on l'a beaucoup, beaucoup monté en épingle. Ouais. Il y a la collaboration, on en parle beaucoup moins. Mm. Et puis il y a la masse anonyme au milieu qui essaye de survivre, qui Ouais. essaye juste de vivre sa vie en disant, bah, pourvu que ça passe. Ouais, Et ce qui se tout comprend. ça c'est ça. Et tout ça fait une sorte de mix. Le truc, c'est en 45, les effectifs de la résistance, entre guillemets, des FFI, etc., sont montés en flèche. Mm. Parce que c'est très très facile à la fin de Bah prendre oui. une mitraillette et de tirer sur sur des prisonniers ou d'aller raser une femme parce qu'elle a couché avec quelqu'un, etc. Donc en fait, c'est très trouble. Il y a le vrai résistant, le faux résistant, le résistant de la dernière heure, Mm. le collabo, le vrai faux collabo, les gens qui ont fait du marché noir simplement, ceux qui sont enrichis, ceux qui ont récupéré des appartements, des valeurs, ceux qui n'ont rien fait. Donc c'est ce pari très gris, justement, on essaye de revivre tout en se regardant quand même en chien de faïence. Ouais. Vous pensez qu'on a voulu vraiment oublier, occulter ces zones grises? Ouais, Ouais, hein. je pense. Disons que, alors, Vichy, non, Non, Vichy, on en Vichy. parle, Vichy, on parle de Pétain, Pétain, il porte sur ses épaules à peu près tout ce qu'il a été, c'est-à-dire toute la traîtrise Mm. envers la France, envers ce qu'il était avant, blablabla. En revanche, la milice, honnêtement, on en parle très très peu, Ouais. très peu. La LVF, la division Charlemagne, les Français qui ont lutté sous, et la Gestapo française, on la connaît pas. Mm.
Or, la Gestapo française, c'est un endroit très chic pendant 4 ans. Mais c'est très chic, c'est pas seulement des gens qui torturent, je sais pas quoi. Mm. C'est un endroit où on fait la fête, c'est un endroit où on mange du caviar à la louche, c'est un endroit où viennent les Allemands, les Français, les ministres, les gens du spectacle, les gens de l'édition. On a Tino Rossi qui a sa table attitrée. Enfin, tout c'est assez. Ouais. On ne sait pas très bien qui est venu juste pour la fête et qui est venu pour autre chose. Mais bon, quand on a besoin je sais pas, on a besoin de quelque chose de bon à manger, quand on a besoin d'une belle voiture, quand on a besoin de bas en soie, quand on a besoin de quelque chose, ben on fricote un peu avec la Gestapo. Et comme à la tête de cette carlingue, il y a des gens qui sont d'anciens voyous, en anciens petits, ils sont très flattés en fait d'avoir Tino Rossi qui vient Bah et oui. qui vient vous serrer la main et des ministres et des hauts gradés allemands. Et du coup, bah, on leur mange dans la main et eux, ils donnent des faveurs. Mm. C'est un peu c'est le caïd en fait qui ils ont une sorte de clientèle comme on avait un peu soit au XVIIIe siècle, Oui, c'est ça. soit sous la Rome antique. Ouais, exactement. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils attendent, ils font le pied de grue dans l'antichambre et ils disent, voilà, monsieur Henri, j'aurais besoin d'une paire de chaussures pour ma femme, par exemple. C'est absolument incroyable. C'est vrai qu'il y aurait Ou beaucoup à dire. bien, par exemple, Jean Lucher, on parle du film avec Dujardin, Mm. qui était le pape de la presse à l'époque. Il avait besoin de papier. Et la personne qui l'a débloqué du papier pour les journaux, etc., c'est monsieur Henri, Bien sûr. Oui. la Gestapo française. Ouais, magnifique, ça mériterait effectivement une émission. Je pense que je vais y réfléchir, puis je vous recontacterai. Je pense qu'il y a de fortes Avec chances. plaisir. Bon, alors, ce livre, c'est quoi? C'est un roman noir? C'est un roman historique? C'est un livre sur la mémoire? C'est tout ça à la fois? Oh, ouais, c'est tout ça à la fois. C'est une espèce de thriller. Alors, ce qu'il y a, c'est que je l'ai voulu assez, si possible, léger et facile pour être vraiment Oui. lisible Ouais. par tout le monde. Je voulais pas je suis pas historien, je voulais pas écrire un bouquin d'historien. Mm. En revanche, je voulais que ce soit quelque chose de très carré au niveau historique parce que je veux pas inventer, je veux pas dire des choses erronées, ça me plaît pas du tout. Donc, mais il se lit quand même comme un polar. Ouais, je suis d'accord. Il y aura une suite? Parce que je me suis dit, je l'aime bien, ce flic, C'est quand pas même. impossible. Ouais, C'est pas impossible du tout. Au début, je me disais, bon, la boucle est bouclée. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours en disant, et pourquoi pas ici reprendre du service, etc. Non, c'est bah pas ouais. totalement impossible. Il y a un petit côté Gabin, mais en plus jeune, mais dans le En personnage plus, en plus jeune, oui. ouais, que j'aime bien. Bah, Parce oui, que il y avait Gabin jeune à l'écran, quand même. c'est vrai. Et bah, je voulais en fait un héros aussi qui soit un peu dans les codes, que ce soit physique ou vestimentaire des jeunes de l'occupation, sauf Mm. qu'il est complètement rincé. Il a l'impression d'avoir 100 ans de plus que. Ouais, je comprends. Ouais. Si c'était parce que vous avez eu un ouvrage, je crois, qui a été adapté sur Netflix. Si ça devait être adapté, vous verriez qui dans le rôle? Ah, dans le rôle, le Ouais. rôle de Max Weber, c'est vrai que c'est une bonne On y pense quand on question. écrit d'ailleurs, en se disant tiens, si Ouais, c'était. souvent, Ouais. souvent. Là, en l'occurrence, j'y ai pas pensé plus que ça, mais bah, j'avoue que Nicolas Duvauchel, qui justement incarnait déjà le personnage dans Les Papillons Noirs, aurait été très très bien. Il est D'accord. peut-être un peu vieux maintenant, justement, Nicolas. Il est excellent. Bon, Mais oui, oui, c'est vrai que ça mériterait un bon casting. d'accord. Bah, chacun essaiera de mettre un visage. Qu'est-ce que vous retenez de cette plongée dans la France de l'après-guerre? Difficile? Compliqué? Euh, oui, assez compliqué et assez révoltant, comme, Ouais. euh, comme très souvent les recherches historiques récentes. Parce qu'en fait, les recherches historiques anciennes, les pires des horreurs sont tellement vieilles qu'on a quand même une certaine distance. Alors que Mm. là, on peut dire, bah, mon grand-père, il a fait le débarquement pas en Afrique du Nord, pardon, en Provence, Mm. en provenance d'Afrique du Nord, etc. C'est pas si vieux, on a Ouais, c'est connu vrai. des gens qui. Et du coup, il y a vraiment un côté révoltant à se dire, voilà, cette espèce de facette très noire, très sombre, très sale, en fait, de l'occupation a été très, très, très peu racontée, Mm. très peu suivie. Et surtout, on a une impunité qui doit être proche des 90%. Incroyable. C'est-à-dire ces gens se sont enrichis à millions et à millions et ils ont pris une vie bien tranquille. Certains ont monté la French Connection, qui a été Oui, oui, c'est vrai. une légende après de la pègre. Ouais. D'autres se sont rangés, d'autres ont monté, ouvert leur cabaret, etc., etc. Et on se dit que tous ces gens qui ont arrêté, torturé des résistants, qui se sont enrichis à millions, qui ont vidé
appartement par appartement, tous les appartements juifs de France, ils ont visité. Il y en a un qui a visité jusqu'à 1000 appartements. 1000. Incroyable. Et ils prenaient tout ce qu'ils voulaient dedans. Donc, forcément, il y a des belles choses, hein, des Mmh. œuvres d'art, tout ça. Bien sûr. Et ces gens n'ont pas été punis, en fait. Et plus je lisais, plus je me disais, mais quelle injustice Quelle quand même, horreur. ces gens-là. Ils se sont tranquillement recyclés. On en a fusillé quelques-uns, jugé quelques-uns, c'est vrai. Mmh. Mais sinon, ils sont passés sous les radars. Malheureusement, ils ont disparu et on ne peut pas imputer ça à leurs enfants. Ah non, ça c'est sûr, leurs enfants, les pauvres, je Évidemment. suppose Ils n'y qu'ils peuvent doivent rien. ils doivent pas être très heureux du passif familial. C'est très clair. Gabriel Katz, vous êtes formidable. Et le livre est vraiment excellent. L'Assassin de Pigalle chez City. Il faut lire ça parce que c'est vraiment agréable à lire. Hein. C'est très facile à lire. C'est pas un livre d'histoire. Hein. C'est vraiment un vrai roman noir comme je les aime bien. Et bravo à vous. Parce que, Merci beaucoup. comme je vous dis, hein, je reçois pas beaucoup de romans, mais là, il fallait. Ça Ah vaut bah, le ça me coup. fait très plaisir. Parce que pour le coup, la rencontre entre l'histoire et le roman, c'est un truc qui me plaît, qui me fascine. Et il fallait que j'aille là-dedans à un moment parce que vraiment, j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, vous êtes le bienvenu pour le prochain. Vous êtes déjà dessus ou non, là, vous... Alors pour l'instant, je suis sur un autre D'accord. qui est un petit polar de Noël très léger, mais D'accord. on va repasser sur l'historique très vite. Ok, parce que vous avez fait plein de choses, hein, des livres pour la jeunesse, des BD, etc. C'est incroyable. J'ai fait beaucoup de choses, oui. Je tape un peu dans tous les horizons. Normalement, la recette pour qu'un écrivain marche bien, c'est qu'il trouve son filon et qu'il y reste. Ouais. Et moi, je pars dans tous les sens. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça me plaît. Comme quoi on peut en vivre, en tout cas, ça c'est assez Absolument. important. Merci beaucoup, Gabriel, et vous revenez Merci à quand vous vous. voulez. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Merci Avec beaucoup. plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.